Bonjour à toutes et à tous. Ne plus subir une seule version de l'histoire et participer à l'écriture d'une vision plurielle du genre. Déployer ses ailes et prendre sa place. Parité, émancipation, genre, oui, Affaires de femmes s'intéresse au féminisme en Afrique et à la forme que cette cause peut prendre sur un continent qui place la femme dans un rôle bien particulier. Pour l'Africaine, quel équilibre trouver entre cette volonté de s'affranchir des chaînes de nos traditions et de celle de préserver des valeurs qui contribuent à forger une civilisation riche et structurée. Quel féminisme pour les Africaines? Élément de réponse après ce sujet, une compilation de paroles fortes livrées par 3 figures du féminisme, Maya Angelou, Fatou Diom et Chimamanda Ngozi Adichie. Nous apprenons aux filles à se rétrécir, à se diminuer. Nous disons aux filles, tu peux avoir de l'ambition mais pas trop. Prenez la cuisine par exemple. Les femmes ont plus de chances de faire les tâches ménagères que les hommes, la cuisine et le ménage. Pourquoi? Est-ce parce que les femmes naissent avec un gène cuisinier? Nous vivons aujourd'hui dans un monde très différent. La personne ayant la plus de chances de diriger n'est pas la plus forte physiquement. C'est la plus créative, la plus intelligente, la plus innovante. Et il n'y a pas d'hormones pour ces attributs. Un homme a autant de chances qu'une femme d'être intelligent, d'être créatif, d'être innovant. Le féminisme cesse d'être une question à partir du moment où vous avez le courage de mener la vie que vous avez choisie. Ça veut dire à partir du moment où vous avez le courage de vous casser la figure et de vous relever et ne pas dire « Ah, je me casse la figure parce que je suis une femme ». Vous savez, ça ne change rien. Il y a aussi des hommes qui se cassent la figure. Et je connais beaucoup de femmes qui s'en sortent dans la vie 10 000 fois mieux que des hommes. Voulez-vous me voir brisée, la tête et les yeux baissés, les épaules tombantes comme des larmes, affaiblie par mes pleurs émouvants. Hors des cabanes honteuses de l'histoire, je me lève. Surgissant d'un passé enraciné de douleur, je me lève. En laissant derrière moi des nuits de terreur, de peur, je me lève. Vers une aube merveilleusement claire, je me lève. Féminisme. Le mot effraie ou inspire, mais il ne laisse personne indifférent sur le continent. Bonjour, docteur Kane Aminata Koné. Vous êtes dentiste, mais aussi animatrice, conférencière, écrivaine et surtout activiste engagée pour la promotion du leadership des jeunes femmes. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Ami Kwame, entrepreneuriat, leadership au féminin, c'est un mot qui vous parle aussi. Vous êtes tout autant engagé. Vous êtes diplômé en marketing communication et vous êtes donc fait connaître dans l'audiovisuel, sur le digital notamment avec ce premier webzine ivoirien, Ayana. Merci d'être là. Merci Eric. Sur ce plateau avec nous, mesdames, nous essaierons justement de mieux comprendre le mouvement féministe et d'appréhender un peu les enjeux qui sont un peu sur ce continent. Dites-nous déjà, quelle est votre définition du féminisme? Qu'est-ce que le féminisme pour vous, dans vos mots, docteur? Alors, on pourrait avoir une définition plus académique, comme il en existe dans les dictionnaires, mais personnellement, il y a une définition qui me vient de Rebecca West, qui est cette auteure anglo-irlandaise qui en 1913 disait que elle ne saurait définir le féminisme, mais chaque fois qu'elle a refusé d'être traitée comme un paillasson, une prostituée, elle s'est vue taxée de féministe. Donc je me reconnais dans retrouve complètement dans cette définition et qui justement montre la complexité à définir le mot féminisme et qui en fait a trait justement à cette revendication des femmes à un mieux-être, à une égalité entre hommes et femmes d'un point de vue de leurs droits socio-économiques, politiques, et donc être logés, on va dire, à la même enseigne que leurs congénères masculins. Définition du féminisme selon toi, quels sont les mots qui reviennent le plus lorsque tu te définis ou lorsqu'on parle de féminisme pour toi? Définitivement, c'est être, comme le docteur a dit, logé à la même enseigne qu'un homme. Avoir les mêmes droits, avoir les mêmes possibilités et surtout éviter d'être jugé justement, tout simplement par notre genre. Donc, tu es une femme, donc tu devrais faire ça. Tu es une femme, donc tu ne peux pas faire ça. Tu es une femme, donc tu devrais être ici. Donc, pour moi, le féminisme, justement, c'est de lutter contre ce genre de préjugés et aussi avoir justement les mêmes droits que les hommes. C'est quelque chose que vous affirmez comme féministe?
Non, je ne m'affirme pas comme féministe, mais on me considère comme féministe parce que je promeus la visibilité des femmes, le droit à la parole des femmes. Et moi aussi, je ne supporte pas justement d'être traitée comme un paillasson sous prétexte que je suis une femme. Donc finalement, on me dit féministe. Et ça vous convient parfaitement? Ça ne me dérange pas du tout. Ça ne me dérange pas du tout. Inégalité au niveau du salaire, c'est un fait, ça vous fait sourire déjà. Et que répondez-vous à ceux qui disent qu'une femme doit être moins bien payée qu'un homme à cause notamment de ses absences liées à sa maternité? Alors j'espère que ceux-là ont des filles, ou des femmes, ou des sœurs, qui voudraient voir être traitées de cette façon discriminatoire par rapport à leurs congénères hommes pour un salaire, pour un diplôme équivalent. Pour moi, c'est toute une question en fait d'efficacité de rendement au travail. Ce n'est pas le sexe ou le genre qui va définir mon efficacité au travail. C'est mon rendement. Je suis jugée sur mes résultats et c'est ce qui devrait prévaloir comme argument auprès du chef d'entreprise. J'ai l'impression que vous adressez à quelqu'un en particulier. Je crois qu'il a compris le message. Ami, vous êtes maman il n'y a pas très longtemps. Oui. Vous êtes maman depuis peu. Oui. Est-ce que vous avez ce sentiment-là Donc moi, j'ai déjà la chance d'avoir mon entreprise, donc de gérer mon temps. Donc je n'ai pas de problème d'inégalité salariale. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'à la base, des choses sont mal faites. Et c'est pour ça un peu que le féminisme existe finalement, enfin, devrait exister. C'est que on évalue le rendement plus ou moins au temps de travail. Il s'est un peu comparé. Donc, si on veut être froid dans la manière de calculer plus ou moins le temps de travail et qu'on constate qu'effectivement qu'une femme travaille moins qu'un homme, sous prétexte qu'elle est moins présente au travail, naturellement, on dirait qu'elle devrait, elle serait moins payée. Et c'est à ce moment-là qu'il faut changer les choses. Il faut revoir la manière, justement, de calculer le rendement, parce que si le rendement est lié au temps de travail, forcément, on va être discriminé. Donc, pour moi, il faut travailler justement sur comment changer ces calculs, ce temps de travail, le rendement de la femme au travail qui est forcément, ou des fois, plus important qu'un homme. Après... Mais ce qu'il y a, c'est qu'indépendamment justement de ces spécificités-là, il y a une vraie inégalité salariale d'hommes à femmes, hein, même pour une présence beaucoup plus importante des femmes sur leur lieu de travail. Donc cette inégalité, elle existe, elle n'est pas niée. Après, il y a des considérations, oui, on va dire d'ordre contextuel, où selon la conscience professionnelle du chef d'entreprise, il va aller tenir compte justement du fonctionnement biologique de la femme ou de l'homme, et puis la juger selon le résultat qu'elle va produire. Oui, on est d'accord, justement. Donc, je pense que ce sont des lois qui doivent changer. Ce n'est pas forcément le chef d'entreprise qui doit être gentil, qui doit faire une faveur, mais c'est justement des lois qui doivent changer, qui doivent prendre en compte tout ce que la femme justement a comme prédisposition, a comme obligation pour calculer son salaire. Et que ces lois puissent être soit coercitives ou être encourageantes, par exemple, les chefs d'entreprise qui s'alignent quand même selon les canevas. Alors, Affaires de femmes, c'est aussi sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous dire votre part de vérité sur ces questions du féminisme sur notre page Facebook avec le hashtag Affaires de femmes et donc d'afficher vos positions maintenant. C'est parti, on discute sur les réseaux sociaux. Quand on se souvient des reines et de ces combattantes d'antan, je pense aux Amazones du Dahomey, quand on fait un peu un tour dans nos histoires, et on se rend compte que la femme a toujours une place importante dans nos civilisations. Est-ce encore le cas aujourd'hui? Sinon, qu'est-ce qui s'est passé? Pour moi, avec le temps, il y a eu une sorte de déperdition du pouvoir de la femme, qui en fait a pris une autre forme, qui est beaucoup plus subtile en fait, qui est beaucoup plus, on va dire, cachée derrière l'autorité de l'homme. C'est-à-dire que la femme n'a de véritable réalisation surtout sociale que lorsqu'elle est sous l'autorité d'un homme. Et les femmes sont au premier plan justement de cette transmission de ces valeurs-là, de sociétés matriarcales. On va arriver à des sociétés qui sont patriarcales, où le pouvoir va être détenu par les hommes. Et pourtant, ces hommes-là, c'est nous qui les éduquons. C'est nous qui les mettons au monde, c'est nous qui les éduquons. Et dans l'éducation que nous allons donner à la fillette ou au petit garçon, il y a une vraie différence qui commence à se faire depuis le bas âge, de sorte que le petit garçon comprend que la femme est en fait née pour servir, pour être au service de l'homme. Et j'ai même dernièrement entendu un homme me dire, tu sais, les femmes sont telles qu'elles ont besoin d'être encadrées.
Alors ça va être les solutions. On va y revenir tout à l'heure. Ami, justement, toi aussi, sur cette approche-là. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui là, de ces luttes d'antan? Non, moi je pense que culturellement, effectivement, la femme a une place très importante chez nous, enfin en Afrique chez nous. Je ne pense pas, je pense que le pouvoir de la femme a toujours été silencieux. Et donc, du moment que la femme prend la parole et qu'elle commence à dire j'ai quand même un peu de pouvoir, l'homme se sent plus ou moins menacé parce que il n'a pas connu cette forme de pouvoir d'expression qui s'exprime, qui se met en avant. Non, la femme a le pouvoir, elle a le pouvoir dans la chambre, elle a le pouvoir même quand elle va en guerre, elle finit, elle part en guerre, elle revient, elle n'est pas en train de revendiquer sa force, sa puissance. Contrairement à l'homme qui le revendiquerait ou pour qui ce serait naturel de dire oui, je suis fort, je suis puissant. Donc, je pense pas qu'il y ait une déperdition. Je pense que ça a toujours été comme ça que la femme ait un pouvoir silencieux. Il a dû se passer quelque chose. Est-ce que c'est justement l'apport de cultures différentes qui ont déstabilisé la colonisation, par exemple? Non. Personnellement, je ne peux pas m'avancer dessus parce que je n'ai pas cette expérience-là. Mais je pense que il n'y a pas eu de problème. Pour moi, c'est pas forcément la colonisation, mais nos éducations, on reste quand même dans nos éducations, nos cultures. On reste pas forcément colonisé dans notre culture. On est colonisé en griffe quand on nous demande d'aller à l'école, on nous demande d'avoir accès à l'éducation, de faire des études, etc. Mais culturellement, dans les valeurs, on reste. Je pense que, par exemple, le mariage traditionnel n'a jamais été arrêté. Il n'est même pas légal, normalement, mais on le fait parce que, justement, c'est culturel. Donc, notre culture a toujours sa place dans la société, mais au niveau du féminisme, les femmes doivent avoir un pouvoir silencieux. Je ne pense pas que ça dérange forcément un homme. Un pouvoir silencieux. Oui, je ne pense pas que ça dérange un homme qu'une femme ait le pouvoir, mais il ne faut pas qu'elle s'en vante, quoi. Il ne faut pas qu'elle le revendique, je pense. Là, par exemple, justement, moi, je pense que ça fait justement partie de ce formatage, en fait, psychologique dont les femmes sont victimes, où justement, on se dit qu'il faut rester dans le silence, oui. pouvoir mieux s'exprimer. Oui. Et justement, ça pose la problématique de prendre sa place à table quand on est femme. Voilà. Pourquoi devrais-je me taire? Parce que le pouvoir féminin serait silencieux. Voilà, c'est ça. Mais je vous pose la question. Je vous pose la question. Pourquoi? Mais non, moi je ne dis pas qu'il faut se taire. Je dis juste que sur le fait que les cultures, enfin notre culture était féministe plus ou moins, et qu'il y a eu peut-être quelque chose qui s'est passé pour qu'on ne le soit plus. Je ne pense pas qu'on ne le soit plus féministe. Je pense qu'on n'a pas forcément été féministe dans le sens où on n'a jamais voulu que la femme justement ait sa place. On lui dit, tu peux faire ça, tu peux tout faire, mais tu n'as pas besoin de parler, tu n'as pas besoin de le dire. Donc aujourd'hui, justement, comme les femmes décident de dire que je peux faire ci, je peux faire ça, je peux être aussi forte qu'un homme, je peux faire tous les métiers comme tous les hommes, à ce moment précis, ça pose problème. En fait, c'est ce que j'essaie de dire. En fait. L'autre élément, si vous me permettez un peu d'interroger le combat féminisme et le port du voile, est-ce que c'est quelque chose qui parfois sont pas antinomiques, mais interpellent? Si, ça interpelle parce que dans le féminisme, justement, dans son approche occidentale, où justement les gens ont ce regard que c'est une notion qui est exportée, donc qui ne nous appartient pas, enfin que nous avons importée d'ailleurs, et qui est athée. Donc, le fondement religieux n'a pas sa place. De plus, pour certains en tout cas, du point de vue de certains, c'est une atteinte en fait aux droits des femmes, justement par rapport à la liberté qu'elles peuvent avoir de leur corps. De faire de leur corps ce qu'elles veulent, quitte à l'exposer si elles elles en ressentent le besoin. Et donc, pour certains, encore une fois, le voile est par exemple le signe de la domination masculine sur la femme, où on va lui dire que voilà, si tu te couvres parce que tu es considéré comme une tentation, encore une fois, pour l'homme, et donc tu devrais te cacher, ne pas être visible au sein de la société. Et justement, ça étonne, ça surprend certains, le discours que moi je peux tenir en tant que femme voilée, de me dire que j'ai le droit à la parole, j'ai le droit de m'exprimer, j'ai le droit d'avoir accès à une éducation de qualité, j'ai le droit d'avoir tous les diplômes que je veux, de mener ma vie comme je l'entends, bien évidemment en tenant compte de mon appartenance religieuse. Et vous avez le droit de porter le voile si vous le voulez? Si je le veux, mais vous êtes tout le temps dans l'obligation en fait de vous justifier,
que les gens comprennent que vous savez ce que vous êtes en train de faire. Moi, je porte mon voile depuis que j'ai 16 ans. Je suis la seule à le faire au sein de ma famille. Donc, il y a eu déjà, bien sûr, les résistances au sein de la famille parce que les gens ne comprenaient pas forcément et que les gens y ont vu souvent un frein à mon insertion socio-professionnelle. Et c'est là où j'ai dit aux gens, aux femmes justement aux jeunes femmes qui veulent se voiler, faites en sorte d'être compétitives et d'avoir une formation de qualité de sorte que lorsque vous ouvrez votre bouche, les gens sont ébahis, ils sont impressionnés et ils ont envie d'en avoir beaucoup plus. Et que votre voile va être en fait le symbole de votre intégrité morale. À y voir de plus près, justement, ce combat pour l'égalité homme-femme tient beaucoup à l'éducation donnée à nos enfants. Les femmes ne sont-elles pas finalement les premières artisanes de cette société qu'elles veulent différente aujourd'hui, docteur? Mais complètement, complètement. Quand vous avez une femme qui porte un enfant, elle en a pour au moins 3 ans avec cet enfant-là. Seule à seule, en fait, dans un contact assez intime. 9 mois de grossesse, environ 1 année, elle va le mettre au monde et va le nourrir au sein ou avec un allaitement mixte. Mais de toute façon, le premier recours de cet enfant-là, ce sera forcément sa mère. Et donc, cette présence naturelle-là de la mère auprès de son enfant en fait bien sûr une personne au pouvoir énorme qu'elle ne mesure pas forcément. Mais elle est dans la perpétuation des traditions reçues. C'est pourquoi, d'une génération à une autre, vous voyez que l'histoire ne fait que se répéter. Et l'autre élément, c'est que nous sommes formatés, nous sommes conditionnés, en fait, à être au service de l'homme, malheureusement. Nous sommes formatés à laisser l'homme porter notre voix là où nous avons, en fait, les pleines ressources pour pouvoir nous exprimer. Et j'ai dit aux femmes, c'est-à-dire que tant que vous allez toujours vous mettre en retrait, c'est-à-dire vous cacher derrière un homme qui souvent même est complètement hors sujet par rapport à vos besoins, je suis désolée, vos besoins ne seront jamais comblés et nous allons toujours terminer frustrés et en fin de vie, nous allons faire des AVC, des crises de nerfs, des ulcères parce que toute notre vie n'a été faite que de frustration où on nous a donné la possibilité de nous exprimer. On a dit non, je préfère me taire parce que le pouvoir de la femme est silencieux. Oui, mais justement. Ah, le mot revient, le pouvoir silencieux. Mais justement, donc en fait, les femmes ont justement, on met l'éducation des garçons, mais aussi des filles, hein, finalement. Parce que si tu dis à ton garçon que c'est toi l'homme, tu ne rentres pas dans la cuisine parce que ta femme va te servir et que c'est toi la femme, tu vas être destinée à servir un homme. Forcément, quand vous retrouvez dans une délégation avec 7 filles et un homme, les femmes vont se taire parce qu'elles sont censées servir l'homme. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous dites à vos enfants aujourd'hui? Jamais. Aujourd'hui, non? Vous avez combien d'enfants? Moi j'ai 7 enfants, j'ai une fille, l'aînée, et 6 garçons, mais le travail ménager, les tâches ménagères que les garçons font, la fille ne le fait pas. À la fille, je vous assure que ce que je lui dis, ma petite, tes études, c'est-à-dire faire en sorte d'être incontournable par la qualité du savoir que tu peux acquérir. Alors comment il faut éduquer justement nos enfants, nos filles justement à tout ça? En étant soi-même un exemple de combativité, c'est le refus de verser dans la facilité, dans le fait de se dire je suis une jeune femme, je n'ai qu'à me faire belle, d'être charmeuse et de taper dans l'œil d'un homme qui va m'épouser et puis je serai assise peinarde chez moi à la maison. J'ai vu ma mère trimer quand mon père est décédé. Mon père est décédé, j'avais que 6 ans, malgré qu'elle était en période de veuvage, la femme, elle portait son uniforme de veuve et elle partait nous chercher à manger. C'est cette femme-là que j'ai vue se battre et m'accompagner jusqu'à ce que j'obtienne mon doctorat. Et elle m'a dit, si tu veux avoir plus de respect dans ton foyer en tant que femme mariée, tu sais à quoi t'en tenir. Hein. Définitivement, c'est par le modèle, par l'exemple. Comme je dis sur le site, on partage les exemples, on partage les modèles, parce que c'est très important de voir des femmes agir. Et donc, en tant que parent, pour moi, par exemple, ma fille, je pense que vous l'avez déjà rencontrée, elle participe à mes activités parce que c'est très important qu'elle voit sa maman bouger, aller en action de gauche à droite. Parfois, ça l'ennuie, mais je pense que ça impacte quand même l'enfant. Et pour des garçons, c'est pareil, il faut qu'ils mettent la main à la pâte. Moi, j'ai été éduquée dans un environnement, des fois, je trouve que je dis différent parce que moi, j'ai vu mon père faire le ménage, nettoyer les vitres le matin pendant que ma mère dormait. Donc, je n'ai pas pour moi, éduquer un homme,
Enfin, c'est ces codes-là. Il n'y a pas de code de tu es un homme, tu es une femme et tout. Je n'ai pas eu ce problème. Donc, je pense que c'est très important. Et moi, si vous côtoyez des hommes, vous leur apportez à manger. En fait, tout ce qui reste, c'est de prendre et de mettre ça à leur bouche. Hein. C'est ce qui fait que les femmes doivent être plus combatives, mais c'est aussi ça qui fait que c'est très important que les hommes nous accompagnent aussi dans ce combat-là. Accompagner les femmes dans ce combat. Le féminisme, justement, est-il utile à l'Afrique? Si oui, quel combat devrait être porté? Vous avez sûrement un avis à partager, une question. Partagez-le avec nous sur les réseaux sociaux, sur Facebook, avec le hashtag Affaires de femmes, affaires chiffre 2 femmes. Notre chroniqueuse s'intéresse depuis toujours au combat mené par les féministes et c'est un euphémisme de dire qu'elle est une fervente défenseur de l'égalité homme-femme. Ben, qu'est-ce que tu fais? Tu mates ma poitrine? Mais non, pas du tout. Ne serais-je pas assez féminine pour toi? Quelle idée! Parce que je ne porte pas de mini-jupe ni de talons aiguilles. Mais non, mais non. Jetez à l'œil. Jetez à l'œil. Anyway, le mal est déjà fait et je porterai plainte contre toi quand tu seras beaucoup plus riche et beaucoup plus connu. Oh, je pourrais te dénoncer, ce sera mieux. Je pourrais faire plus d'argent sur ce cas. Bien. Si on ne passe pas à la vitesse supérieure dans 50 ans, il y aurait eu des millions de débats sans que la cause ait vraiment avancé. Mesdames, le féminisme se doit pour son accomplissement d'être plus radical, sans concession, le pouvoir aux femmes. Un exemple tout bête. Il y a 109 présidents. Combien de femmes parmi ces 109-là? Qui sait? Moins de 5? Eh ben non, un peu plus. Il y en a 16. 16 femmes à diriger un pays ou à être Premier ministre. Et ça, ces chiffres, c'est de la foutaise, vous trouvez pas? Ça dépend. Talk to the end. Un mandat pour un homme, un mandat pour une femme. Point. Voilà comment on fait avancer les choses. Ben... Ça va. Ouais. Quoi? Non, tu touchais le micro. Je peux le faire toute seule. Pas besoin de faire tout ça. OK. C'est pénible, cette manie que les hommes ont à toujours agir comme si on était assistés. Je suis pas une assistée, moi. Tout à l'heure, à l'entrée des studios, un inconnu m'a tenu la porte. J'ai dit, ben non, non, je peux le faire toute seule. Je peux encore ouvrir et fermer une porte, monsieur. Ouais, mais bon, ça n'empêche qu'on peut être galant tout de même, non? On n'a pas besoin que vous nous tirez la porte quand on arrive au restaurant ou même la chaise. C'est quand vous faites ça, là, dans le fond. C'est votre image que vous valorisez. Encore une fois, vous servez de nous au nom de la quoi? Galanterie, monsieur, un gentleman. Pff. On verra. On verra comment ça va se passer. Si vous voulez être galant, tu sais ce que tu peux faire? Allez nous tirer la chasse d'eau quand on sort des toilettes. Ouais. On verra comment t'es galant, hein? Là, on verra. Après, je me demande pourquoi certaines femmes, ça les émeut encore. Galanterie. Pff. Pas normal, moi, je dis. Donc, D'ailleurs, ouais. Je suis sûre que t'es payé 3 ou 4 fois mieux que moi. Ne cherche pas à savoir. Non, mais je sais pas. Ça dépend, enfin. Certainement, je suis l'animateur, donc... Ok, animateur. C'est quoi le nom de cette émission-là? Affaire de... Femme? De femme. Merci, donc il fait quoi, lui, là? Bah, il joue le rôle du modérateur. C'en est trop. C'est notre assistant. Je m'en vais. Pas étonnant que le féminisme soit critiqué quand on atteint ses sommets. Vous n'êtes pas d'accord, mesdames? Trop de féminisme, tout le féminisme. Bah, je pense que là, c'était une version plutôt caricaturale du féminisme. C'est vrai qu'il y a eu, dans les courants en tout cas de féminisme, le féminisme radical ou encore le féminisme anarchiste qui voulait justement verser dans le désordre ou dans la revendication extrême, dans la violence même, pour arriver à s'imposer. Mais de toute façon, je ne pense pas que la violence soit une solution. Bon, merci, Princesse, notre chroniqueuse qui s'est prêtée à ce jeu. C'est bientôt la fin de notre émission. Nous avons pour coutume, dans Affaires de femmes, de terminer avec un petit jeu de questions-réponses. 3 questions auxquelles vous devrez répondre rapidement, mesdames, sans réfléchir. On commence? Je vais laisser Amy commencer. Alors, d'après vous, quelle tâche domestique devrait être dévolue aux hommes? Partage équitable. Toutes les tâches. Toutes les tâches. Partage équitable. Quelle tâche? Oui, on commence. Quelle tâche devrait... Quelle tâche? La vaisselle, j'espère la vaisselle. La lessive. La lessive? Pas avec une machine à laver. Hein. Baisser complètement, en train de frotter à l'ancienne. Oui.
Comment devraient se répartir les dépenses dans le foyer, Ami? Tout aux hommes. Oui. Tout aux hommes. Tout aux hommes. Tout aux hommes. Tout aux époux. Tu confirmes? Oui, je confirme. Vous confirmez? Oui. Mais c'est pas normal. Pourquoi? Bah, équilibre, partage, vous avez oublié tout le discours de... Non, j'ai pas oublié mes discours. Hein. Dans le foyer, il assume tout ce qui est Bon. financier. Regardez ce grand sourire. Non, mais en fait, parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, c'est pas la même chose. C'est pas, non, mais plus sérieusement, pour moi, au niveau de revenu du conjoint. Du conjoint. Donc, c'est pour ça qu'il faut s'assurer que le conjoint soit toujours. Ok. Moi au foyer, toi au travail. Que pensez-vous du choix de certaines d'être femmes au foyer? J'encourage et je suis admirative de leur courage. Mais je dis toujours, mettez à profit ce temps passé au foyer à vous former via Internet, de sorte que quand vous décidez de sortir de là, vous sortez avec une valeur ajoutée qui fait que sur le marché du travail, vous pouvez toujours prétendre à un emploi. Donc restez Franchement, active moi, à l'intérieur du Je trouve foyer. que c'est des championnes. Parce que je vais m'ennuyer à un moment donné parce que je pourrais pas être que dans le foyer. Donc c'est des championnes. Des Franchement. championnes. Ouais. Merci mesdames d'avoir participé à notre émission aujourd'hui consacrée au féminisme. Oui à l'égalité homme-femme, oui à une société plus juste, mais elle doit être pensée à travers le prisme de nos sociétés africaines. Merci et à très bientôt pour Affaires de femmes.